L'argent ne peut pas acheter un amour véritable. Je l'ai appris à mes dépens quand je l'ai rencontrée. La femme qui a vu au-delà de ma richesse et droit dans mon âme. Elle a refusé mes cadeaux à 1 million de dollars pour une simple tasse de café et m'a enseigné que la vraie connexion ne se trouve pas sur un compte en banque. On dit que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Avant, je riais de cette phrase, la rejetant comme une excuse que les gens se racontent pour se sentir mieux d'être fauchés. Mais assis ici, dans mon bureau au sommet de mon penthouse, regardant le brouillard de San Francisco envelopper la ville, je comprends enfin ce que cela signifie. Tous les zéros sur mon compte bancaire ne pouvaient combler le vide qui résonnait à travers ces murs de marbre. On m'appelle un milliardaire de la tech. Drôle de terme, non? Comme si le mot tech le rendait plus acceptable. J'ai bâti mon entreprise dans un garage à Palo Alto, transformé des lignes de code en un empire qui a changé la façon dont le monde communique. Les médias adorent cette histoire, le récit classique de la Silicon Valley. Mais personne ne parle des moments entre les succès, des nuits silencieuses où la réussite a un goût de cendre dans la bouche. 10 ans. C'est le temps qu'il m'a fallu pour passer de programmeur en galère à une fortune dépassant celle de certains petits pays. Mon visage a fait la couverture des magazines, mon nom a dominé les classements de Forbes, et ma boîte mail débordait d'opportunités d'investissement et d'invitations à des fêtes. J'avais des amis qui sont apparus dès que j'ai atteint mon premier milliard, des relations aussi profondes qu'un abonnement Twitter, et des histoires d'amour qui duraient aussi longtemps qu'un cycle d'actualité. Je me souviens d'une fête en particulier, le soir où mon entreprise est entrée en bourse. Le champagne coulait à flots, la musique vibrait dans mon manoir fraîchement acheté sur les collines. Tout le gratin de la Silicon Valley était là, célébrant mon succès, riant à mes blagues, buvant mes paroles. Je me suis éclipsé un instant, me suis appuyé sur le balcon, surplombant la baie, et j'ai réalisé que je ne pouvais même pas nommer 5 personnes dans cette pièce qui connaissaient mon deuxième prénom ou mon livre préféré. La solitude m'a frappé comme une vague, noyant le bruit de la fête. Sortir avec quelqu'un, c'était un enfer à part entière. Chaque relation s'accompagnait d'un tableau mental. Quel pourcentage d'intérêt était pour moi et quel pourcentage pour ma fortune? J'ai suivi le script. Restaurant étoilé, vacances de luxe, cadeaux raffinés soigneusement choisis. Par mon assistant. Mais sous les posts Instagram parfaits et les apparences publiques, il n'y avait rien. Pas de connexion, pas d'étincelle. Juste des transactions déguisées en romance. Ma vie était devenue une mise en scène méticuleuse. Des réunions où je jouais le PDG visionnaire, des galas où j'incarnais le philanthrope généreux, des événements mondains où je faisais le parfait hôte. Mais dans les moments de silence, quand le spectacle prenait fin et que les masques tombaient, je n'étais plus qu'un homme, vide. Le succès m'avait enfermé dans une cage dorée et j'avais oublié comment voler. Ça a été ma vie pendant des années, jusqu'à ce que je la rencontre. La femme qui n'en avait rien à faire de mes actions en bourse ou de mon jet privé. La femme qui m'a appris que les choses les plus précieuses ne s'achètent pas. Mais je vais trop vite. Laissez-moi vous raconter comment tout a changé. C'est drôle comme les plus grands moments de la vie arrivent souvent déguisés en journées ordinaires. Ce mercredi après-midi n'était marqué sur aucun calendrier, n'avait été planifié par aucun assistant. J'essayais juste d'éviter une énième conférence tech, un nouveau cycle de conversation artificielle. Ma voiture autonome a pris un mauvais tournant, un simple bug qui allait bouleverser ma vie. C'est là que je l'ai vu, le centre communautaire d'East Palo Alto. Peinture écaillée, vitres légèrement poussiéreuses, mais paradoxalement plus vivant que n'importe quel campus technologique que j'avais bâti. Des rires d'enfants fusaient jusque dans la rue, de vrais rires, pas ceux, polis et forcés, des salles de réunion. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à m'arrêter. La curiosité, le destin, ou simplement le besoin d'être enfin quelque part où personne ne m'attendait. Je suis entré, vêtu de mon armure habituelle, costume sur mesure, montre de luxe, cette aura invisible mais bien réelle de la richesse qui maintient les gens à distance. Mais elle ne leva même pas les yeux quand je franchis la porte de sa salle d'art. Maya, bien que je ne connaîtrais son nom que plus tard, était trop occupée à aider une petite fille à mélanger ses couleurs sur sa palette, ses mains couvertes de peinture, ses tresses attachées avec ce qui ressemblait à un vieux pinceau. Le secret, en disait-elle, c'est qu'il n'y a pas d'erreur en art, juste de nouvelles opportunités.
Sa voix portait cette chaleur que l'argent ne peut pas acheter, cette sagesse qu'aucun diplôme prestigieux n'enseigne. Le visage de la fillette s'illumina lorsqu'un brun boueux se transforma en un violet flamboyant sous les conseils de Maya. Je suis resté là, oublié dans l'encadrement de la porte, hein, regardant cette femme créer de la magie avec de simples peintures bon marché et une patience infinie. Quand elle finit par me remarquer, il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux, aucune de ces subtiles réactions auxquelles j'étais habitué lorsque les gens réalisaient qui j'étais. Juste un simple «Vous êtes là pour les cours adultes?» C'est le jeudi. J'ai bafouillé, moi qui pouvais captiver une salle entière d'investisseurs en quelques diapositives PowerPoint. Je... Non, je faisais juste... Bon, si vous n'êtes pas là pour les cours, vous pouvez nous aider à installer les chevalets pour l'expo des enfants? Ils ne vont pas se déplacer tout seuls. Elle désigna une pile de chevalets en bois, son regard laissant entendre que ce n'était pas vraiment une question. À cet instant, vêtu d'un costume qui coûtait sans doute plus cher que le budget mensuel du centre, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai dit oui, sans calculer le retour sur investissement, sans consulter mon agenda, sans me demander comment cela apparaîtrait sur les réseaux sociaux. J'ai retroussé mes manches et je me suis mis au travail. Elle ne m'a pas demandé mon nom, ne s'est pas souciée de mes références. Pendant 2 heures, je n'étais qu'une paire de mains de plus dans son monde, et paradoxalement, cela m'a fait me sentir plus précieux que jamais. Quand de la peinture a taché mon costume, elle ne s'est pas excusée. Elle a simplement souri, un vrai sourire, sincère, et m'a dit « Maintenant, on dirait que tu as vraiment vécu dans ces vêtements. » Avec le recul, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à me sentir vivant. Non pas à cause de qui elle était, mais à cause de qui elle n'était pas. Quelqu'un d'impressionné par la façade que j'avais passé des années à construire. Et en sa présence, cette façade a commencé à se fissurer. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de ce qui pouvait en sortir. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Après cette première rencontre, j'ai fait ce que j'avais toujours fait lorsque quelque chose ou quelqu'un m'intéressait. J'ai essayé d'acheter mon entrée. J'ai demandé à mon assistante de rechercher les besoins financiers du centre communautaire, prêt à résoudre tous leurs problèmes d'un simple chèque. J'imaginais combien Maya serait impressionnée, combien elle serait reconnaissante. J'avais tout faux. Quand je suis revenu le lendemain avec une proposition de don substantiel, Maya était en train de nettoyer des pinceaux dans l'évier. Sans même se retourner, elle a dit « Si tu es là pour peindre, attrape un tablier. Si tu es là pour nous sauver, la porte est derrière toi. » La chaleur que j'avais entendue dans sa voix la veille s'était transformée en acier, et cela m'a stoppé net. Je pensais juste, ai-je commencé, mais elle m'a coupé, se retournant enfin pour me faire face. Tu pensais pouvoir tout régler avec de l'argent. C'est ça le problème avec vous, les types de la Silicon Valley. Vous pensez que chaque relation humaine peut être optimisée, que chaque lien peut être acheté. Mais ces enfants n'ont pas besoin de ton argent de culpabilité. Ils ont besoin de personnes qui se présentent, qui restent, qui se soucient suffisamment pour se salir les mains. Je suis resté là, mon chéquier métaphoriquement en main, me sentant plus mis à nu que dans n'importe quelle salle de réunion. Elle avait raison, bien sûr. J'essayais de faire ce que j'avais toujours fait, jeter de l'argent sur un problème jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais Maya n'était pas une start-up à acquérir, ni un problème à résoudre. C'était une personne qui voyait clair en moi. Alors, je suis resté. J'ai appris à venir le jeudi pour les cours pour adultes, à porter des vêtements que je n'avais pas peur de salir. J'ai appris que Maya prenait son café noir avec un sucre, non pas parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir de latte sophistiquée, mais parce que c'était comme ça qu'elle l'aimait. Quand j'ai voulu l'impressionner avec des réservations dans des restaurants étoilés, elle a contre-proposé un food truck qui servait les meilleurs tacos de la ville. La vie n'est pas faite pour être vécue derrière des cordons de velours, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous étions assis sur un trottoir, mangeant nos tacos, la salsa dégoulinant sur nos doigts. Tout cet accès exclusif dont tu es si fier, c'est juste une autre façon de te cacher des vraies connexions. Chaque fois que je tendais la main vers mon portefeuille, elle me mettait au défi de chercher quelque chose de plus authentique à la place. Une vraie conversation, un rire sincère, un moment de vulnérabilité. C'était à la fois terrifiant et libérateur. Pour la première fois depuis des années, je ne pouvais pas me cacher derrière ma richesse ou mon statut.
Maya ne se souciait pas de la voiture que je conduisais, ni de la montre que je portais. Elle se souciait de savoir si je retenais le nom de ses élèves, si j'écoutais vraiment quand elle parlait, si j'étais assez courageux pour être réellement présent. Un jour, après avoir lamentablement échoué à réaliser un autoportrait en cours, elle a regardé mon œuvre et s'est mise à rire. Pas un rire poli comme ceux auxquels j'étais habitué, mais un vrai rire, profond, qui résonnait dans la pièce. Tu sais ce que j'aime chez toi a-t-elle dit en essuyant les larmes de ses yeux. Quand tu fais vraiment un effort, tu oublies d'être un milliardaire. C'est là que j'ai compris. Maya n'enseignait pas seulement l'art dans ce centre communautaire. Elle apprenait aux gens à être humains. Et moi, avec toute ma richesse et mon pouvoir, j'étais son élève le plus débutant. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais envie d'apprendre. Bien sûr, la bulle devait éclater à un moment ou à un autre. Dans mon monde, la vie privée n'est pas un droit. C'est un luxe que même des milliards ne peuvent pas acheter. La première photo est apparue sur un blog tech. Moi, en jean taché de peinture, aidant Maya à transporter des fournitures artistiques jusqu'à sa voiture. Le titre était prévisible et sensationnaliste. La romance secrète du milliardaire de la tech avec une prof d'art d'un centre communautaire. En quelques heures, la vie de Maya a été mise sans dessus-dessous. Des journalistes ont campé devant le centre communautaire, transformant son sanctuaire en cirque médiatique. Ses réseaux sociaux ont explosé de demandes d'amis et de messages. Chaque détail de sa vie est devenu un sujet d'actualité. Son appartement modeste, ses prêts étudiants, ses relations passées. Le monde voulait savoir, qu'avait-elle de si spécial pour valoir 1 milliard de dollars? Il passe complètement à côté de l'essentiel, a dit Maya un soir, alors que nous nous cachions dans mon penthouse, regardant les hélicoptères des chaînes d'infos tournoyer comme des vautours en contrebas. Elle ne pleurait pas, elle n'était pas en colère. Au contraire, elle semblait presque amusée, avec une pointe de tristesse. Ils sont tellement occupés à essayer de comprendre ce que je veux de toi qu'ils ne peuvent même pas imaginer que je ne veuille rien du tout. Les spéculations étaient incessantes. Business Insider y voyait une stratégie calculée pour humaniser mon image d'entreprise. Les réseaux sociaux étaient partagés entre ceux qui la traitaient de chercheuse d'or et ceux qui me qualifiaient de prédateur. Les membres de mon conseil d'administration envoyaient des emails inquiets sur l'association de marques et la perception du marché. Tout le monde avait un avis, une théorie, un angle. Le pire n'était pas l'invasion de la vie privée, c'était de voir le travail de Maya être discrédité. Les dons au centre communautaire ont afflué, mais pas parce que les gens se souciaient de l'éducation artistique. Ils voulaient un accès, un lien, un moyen de se rapprocher de moi à travers elle. Les parents de ses élèves ont commencé à la traiter différemment. Même ses collègues ont remis en question ses intentions. Je peux faire cesser tout ça, lui ai-je proposé un soir, après une nouvelle journée passée à éviter les photographes. Un seul coup de fil, et je peux avoir la meilleure équipe de relations publiques de la Silicon Valley pour gérer cette situation. J'ai saisi mon téléphone, prêt à résoudre le problème de la seule manière que je connaissais. Maya a pris mon téléphone et l'a posé à côté. C'est exactement ce qu'ils veulent, transformer ça en quelque chose qui doit être géré, marketé, brandé. Faire de notre relation une acquisition comme une autre. Elle a pris ma main, de la peinture encore séchée sous ses ongles, après ses cours de la journée. À partir du moment où on commence à gérer les perceptions, on arrête d'être vrai. Mais la réalité devenait de plus en plus difficile à protéger. Lors d'un gala de charité, le genre d'événement que j'avais toujours su naviguer avec aisance, j'ai vu Maya être subtilement interrogée par les épouses de la Silicon Valley, leurs questions enrobées de sourires de luxe. Elle a géré cela avec grâce, mais j'ai vu l'impact que cela avait sur elle. Plus tard dans la soirée, elle a avoué « Parfois, je me demande si je ne suis pas égoïste en restant dans ta vie et en compliquant tout. » Ça m'a frappé comme un coup de poing. Voilà cette femme extraordinaire qui m'avait appris la valeur des vraies déconnexions, qui se demandait si elle devait s'éloigner pour me protéger. L'ironie était stupéfiante. Tout le monde pensait qu'elle voulait ma richesse, alors qu'en réalité, elle était prête à partir pour préserver mon monde. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'avais passé des années à construire des murs pour protéger mon empire, mais ces mêmes murs menaçaient désormais la seule chose authentique de ma vie. La question n'était pas de savoir si Maya pouvait s'adapter à mon monde, c'était de savoir si mon monde était digne d'elle. Quelque chose devait changer,
Mais pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas résoudre ce problème en signant un chèque ou en passant un appel. Il s'agissait de choisir entre la vie que j'avais construite et celle que je voulais réellement vivre. On dit que la transformation se fait lentement, puis d'un seul coup. La mienne a commencé par de petits moments, des instants que Maya ne se rappelle probablement même pas, mais qui ont réécrit tout ce que je croyais savoir sur la valeur et la richesse. Comme ce jour où je l'ai trouvé en pleurs dans le placard à fourniture du centre communautaire. Non pas à cause du harcèlement médiatique ou de la pression sociale, mais parce qu'un de ses élèves ne pouvait pas se permettre d'acheter du matériel d'art pour le lycée. Avant que je ne puisse attraper mon portefeuille, elle m'a dit: parfois, s'asseoir avec la douleur de quelqu'un vaut plus que d'essayer de la réparer. Alors nous sommes restés là, assis sur des seaux de peinture renversés, et elle m'a appris que tous les problèmes n'ont pas besoin de solution. Parfois, les gens ont juste besoin de présence. Ou ce dimanche matin où elle m'a traîné à un petit marché fermier. J'ai observé, fasciné, comment elle a passé 20 minutes à discuter avec un vieux vendeur de tomates, apprenant tout sur ses petits-enfants, ses techniques de culture résistantes à la sécheresse, la nouvelle hanche de sa femme. Quand j'ai fait remarquer que nous aurions pu avoir les mêmes tomates livrées par une grande enseigne, elle a simplement souri. Mais alors, on n'aurait pas eu les histoires. Ce sont elles qui donnent meilleur goût à la nourriture. Ma transformation ne consistait pas seulement à apprendre à vivre avec moins, mais à apprendre à voir plus. Maya m'a montré de la valeur là où j'avais été formé à ne pas en voir. La fissure dans sa tasse à café qui racontait l'histoire d'un élève trop enthousiaste. Les chaises dépareillées de son appartement, chacune venant d'un marché aux puces différents. L'arbre tordu par le vent devant le centre communautaire, qu'elle appelait l'installation artistique de la nature. Un mardi pluvieux, après le départ de tout le monde, nous étions assis en tailleur sur des bâches couvertes de peinture, partageant une tablette de chocolat qu'elle gardait pour un moment ordinaire spécial. J'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais vraiment savouré quelque chose, où j'avais été pleinement présent, sans penser à la prochaine réunion, au prochain accord, au prochain objectif. Tu es différent quand tu oublies de jouer un rôle, a-t-elle observé en cassant un autre morceau de chocolat. C'est comme voir quelqu'un se réveiller après une longue sieste. Elle avait raison. J'avais joué un rôle toute ma vie, celui de l'entrepreneur à succès, du visionnaire de la tech, du milliardaire philanthrope. Mais avec Maya, le masque tombait. Non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'elle me donnait envie d'être vraie. Elle m'a appris que l'authenticité n'est pas une faiblesse à surmonter, mais une force à embrasser. Mon équipe dirigeante a remarqué le changement. J'ai commencé à poser des questions différentes en réunion. Au lieu de demander comment maximiser le profit, je demandais comment cela améliore-t-il la vie des gens. J'ai insisté pour connaître le nom de notre personnel d'entretien, commencer à déjeuner à la cafétéria de l'entreprise, à vraiment écouter les idées des employés débutants. La transformation n'a pas toujours été confortable. Comme une désintoxication après une addiction, il y avait des moments où je ressentais le besoin de replonger dans l'anesthésie familière de mon ancienne vie. La simplicité de tout mesurer en dollars et en centimes. La certitude des métriques de succès et d'échec. Mais Maya avait réveillé quelque chose en moi qui ne pouvait plus être rendormi. J'ai commencé à voir la richesse autrement. Non plus comme un bouclier derrière lequel se cacher ou une arme à brandir, mais comme un outil pour créer de vraies connexions et un changement significatif. Un changement qui ne se mesure pas en prix d'action ou en capitalisation boursière. Tu es en train de me ruiner, lui ai-je dit un soir, alors que nous regardions le soleil se coucher depuis mon balcon. Elle avait refusé d'emménager, disant qu'elle devait garder un pied dans son propre monde pour m'aider à mieux voir le mien. Non, a-t-elle corrigé en prenant ma main. Je t'aide à te souvenir de qui tu étais avant que le monde ne te dise que la valeur nette et la valeur personnelle étaient la même chose. Et encore une fois, elle avait raison. L'empire à plusieurs milliards que j'avais construit me semblait soudain être un costume élaboré que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il n'était pas ma vraie peau. Maya ne me ruinait pas. Elle me révélait, à moi-même, au monde, aux possibilités que j'avais oubliées. On dit que chaque milliardaire a un point de rupture, ce moment où il doit choisir entre son empire et son âme. Le mien est survenu en pleine réunion du conseil d'administration. J'écoutais distraitement une présentation sur l'optimisation de la valeur pour les actionnaires quand mon téléphone s'est allumé avec un message de Maya.
Un de mes élèves vient de vendre sa première peinture. Ça vaut plus qu'une introduction en bourse. J'aimerais que tu sois là. À cet instant, entouré de tableurs et de projections de profit, quelque chose en moi a enfin basculé. J'ai regardé les visages sérieux, les costumes hors de prix, les présentations minutieusement préparées, et je ne comprenais plus pourquoi j'avais cru que c'était ça, la réussite. Je me suis levé en plein milieu du discours du directeur financier sur les résultats trimestriels. Je démissionne de mon poste de PDG, ai-je annoncé. La pièce a explosé dans le chaos, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais totalement en paix. Certains ont commencé à parler des cours de l'action, d'autres de la stabilité de l'entreprise. Mon téléphone s'est mis à vibrer sous les appels inquiets des investisseurs. Tu es en train de tout jeter à la poubelle, m'a averti mon conseiller de longue date. Et pourquoi? Une prof d'art? Pense à ton héritage. Mais justement, j'y pensais, à mon héritage. Pas celui qui s'écrit en cours boursier et en articles de presse, mais celui qui se grave dans les instants de connexion authentique, dans la lumière qui brillait dans les yeux des élèves de Maya quand ils créaient quelque chose de beau, dans la joie simple d'un repas partagé, d'une conversation sincère, d'une vie vécue sans performance ni apparence. J'ai appelé Maya ce soir-là. J'ai besoin que tu me dissuades de faire quelque chose de fou. Depuis quand je te dissuade de quoi que ce soit? A-t-elle ri. En général, c'est moi qui t'encourage à faire des folies. Je veux vendre la plupart de mes actions, ai-je dit. Garder juste de quoi vivre confortablement et investir le reste dans une fondation. Pas une de ces fondations qui servent juste d'abri fiscal, mais quelque chose de réel. Quelque chose qui finance des programmes artistiques dans les communautés qui en ont besoin. Quelque chose qui mesure son succès en vie transformée, pas en compte bancaire gonflé. La ligne devint silencieuse un instant. « Es-tu sûr ?» demanda-t-elle enfin. Pas de jugement, pas de pression, juste une vérification pour voir si j'étais prêt à assumer ce choix et tout ce qu'il impliquait. Pour la première fois de ma vie, dis-je, je suis absolument sûr. Les médias s'en donnèrent à cœur joie, bien sûr. La crise de nerfs d'un milliardaire de la tech fut l'un des titres les plus cléments. Mon téléphone se remplit de messages d'amis inquiets, ou plutôt de connaissances qui pensaient être des amis. L'élite de la Silicon Valley me traita comme un paria, comme si choisir l'amour plutôt que l'argent était une sorte de virus dangereux qui risquait de se propager. Mais voici ce qu'il y a à savoir sur le choix de l'authenticité. Une fois qu'on commence, ça devient addictif. Maya et moi avons acheté une maison modeste dans son quartier. J'ai commencé à donner des cours de programmation à son centre communautaire. Nous avons planté un jardin, adopté un chien, appris à faire des pâtes maison. Des choses simples que mon moi d'autrefois aurait qualifiées d'ordinaires, mais qui me semblaient désormais extraordinaires par leur authenticité. Tu sais ce qui est fou? Dis-je un soir à Maya, alors que nous étions assis sur notre canapé, absolument pas design, en train de manger une pizza faite maison. Je suis toujours la même personne qui a construit cette entreprise. J'ai juste enfin compris que la réussite ne devait pas forcément ressembler à ce que tout le monde attendait. Elle sourit, avec une tache de peinture encore sur la joue après ses cours de la journée. C'est ça l'amour, dit-elle. Le vrai amour ne change pas qui tu es. Il te donne juste le courage d'être celui que tu as toujours été censé être. Le choix ne se résumait pas à choisir entre la richesse et l'amour. C'était choisir entre vivre selon la définition du succès de quelqu'un d'autre et trouver la mienne. Maya ne m'a jamais demandé de choisir entre mes deux mondes. Elle m'a simplement montré que celui que j'avais construit n'était pas le seul qui valait la peine d'être vécu. Cela fait 3 ans maintenant que j'ai choisi une autre forme de richesse. Je suis assis dans notre jardin, à regarder Maya enseigner son cours d'art du week-end. Nous avons transformé le garage en atelier, et chaque samedi, il se remplit d'enfants du quartier. Certains peuvent payer, d'autres non. Ça n'a pas d'importance ici. L'art ne se soucie pas des comptes en banque. La fondation que nous avons créée a financé des programmes artistiques dans plus de 50 communautés. Pas parce que je voulais mon nom sur des bâtiments ou un avantage fiscal, mais parce que j'ai vu de mes propres yeux comment la créativité peut guérir, connecter et transformer. L'autre jour, l'un des premiers élèves de Maya a été accepté dans une école d'art, avec une bourse complète. Lorsqu'elle est venue nous l'annoncer, Maya a pleuré plus fort que le jour de notre mariage. Oui, nous nous sommes mariés. Pas de cérémonie extravagante, pas d'invités célèbres, pas de couverture médiatique. Juste nous,
nos amis les plus proches et les élèves de Maya qui ont insisté pour s'occuper des décorations. Notre arche de mariage était faite d'empreintes de mains peintes par ses élèves, et honnêtement, c'était plus beau que n'importe quoi que l'argent aurait pu acheter. Certains ne comprennent toujours pas. Ils regardent dans notre maison modeste, notre jardin communautaire, notre vie simple, et ils voient là ce que nous avons abandonné. Ils ne voient pas ce que nous avons gagné. Ils ne voient pas la liberté de l'authenticité, le luxe d'une connexion sincère, la richesse d'être vraiment connu et aimé. Mes anciens amis de la Silicon Valley, la plupart ont disparu quand j'ai quitté le monde de la tech. Mais ceux qui sont restés, ceux qui voyaient au-delà du style de vie, ont commencé à poser d'autres questions. Pas sur les options d'action ou les stratégies de marché, mais sur le bonheur, le sens, la connexion véritable. Certains ont même entamé leur propre voyage vers l'authenticité, inspirés non pas par ma réussite, mais par ma volonté de la redéfinir. Maya enseigne toujours au centre communautaire, même si nous pourrions financer tout le programme nous-mêmes. Ce n'est pas une question d'argent, me rappelle-t-elle. C'est une question de présence, d'appartenance à quelque chose de réel. Elle a raison, comme toujours. Ce centre n'est pas juste un endroit, c'est un rappel de l'endroit où nous nous sommes trouvés, où je me suis trouvé. Je ne vais pas mentir et dire que mon ancienne vie ne me manque jamais. Parfois si. La simplicité de mesurer le succès en dollars et en centimes, les critères clairs de valeur, l'illusion confortable du contrôle. Mais ensuite, je regarde Maya, en train d'apprendre à un enfant comment mélanger les couleurs ou résoudre un problème de programmation, et je me souviens que les choses les plus précieuses de la vie ne se quantifient pas. Les médias parlent encore de nous de temps en temps. Ils appellent ça un conte de fées moderne, le milliardaire qui a abandonné son royaume par amour. Mais ils passent à côté de l'essentiel. Je n'ai pas abandonné un royaume. J'ai trouvé une meilleure façon d'être riche. Riche en moments, en sens, en connexion que l'argent ne peut pas acheter. La semaine dernière, j'ai surpris Maya en train de dire à un nouvel élève « Les plus belles œuvres d'art naissent du courage de montrer qui on est vraiment ». Elle ne parlait pas seulement de peinture. Elle parlait de la vie, du chef-d'œuvre que l'on crée lorsque l'on ose être authentique. Alors me voilà, un ancien milliardaire de la tech qui a trouvé quelque chose qui vaut plus que des milliards. Pas parce que je le cherchais, mais parce que quelqu'un a vu au-delà de ma richesse pour découvrir ma véritable valeur. Quelqu'un qui m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce qui possède notre cœur. Maya m'appelle maintenant. Apparemment, notre chien a encore mis ses pattes dans la peinture et est en train de créer un chef-d'œuvre sur le sol de la cuisine. Et tu sais quoi? Je n'échangerai cette vie chaotique, colorée et absolument authentique contre tous les milliards du monde. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le véritable amour existe au-delà de la richesse matérielle. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies sur les connexions authentiques dans notre monde moderne. Rappelez-vous, les relations les plus précieuses se construisent avec des cœurs sincères, pas avec des cartes de crédit en or.